Hello, bienvenue sur Plumania, la chaîne de podcast des entrepreneurs qui écoutent leurs ambitions pour inspirer leur business. Je suis Adriana, coach professionnelle, créatrice de contenu et podcasteuse. J'ai démarré ma vie entrepreneuriale en 2021. Au quotidien, je développe la communication digitale des entreprises que j'accompagne avec le savoir et le savoir-faire qu'imposent les moteurs de recherche sur le web pour faire la différence. Avec Alba Nueva Coaching et Formation, j'accompagne les entreprises pour les connecter à l'intelligence émotionnelle de leur organisation. Sur le plan individuel, mon approche de coaching aide les coachés à être eux et vivre la vie qu'ils veulent vraiment. Plumania aborde l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés. Vous souhaitez inspirer votre business? Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous fournis les clés pour écouter vos ambitions avec une bonne dose de fun. Prenez place, installez-vous confortablement et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lyra et Plumania. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour la seconde fois sur Plumania Sébastien Lebrun, formateur en entreprise, conférencier et hypnothérapeute. Sébastien aujourd'hui va aborder une thématique qui commence à s'installer dans nos quotidiens. Quels sont les défis humains en entreprise aujourd'hui face à l'IA? Hello Sébastien, comment vas-tu? Mais écoute, je vais très bien. Je suis heureux de te retrouver pour la seconde fois dans un podcast ici à Compiègne. Et donc, c'est une belle journée qui s'annonce. Je suis également très heureuse de te retrouver dans les locaux de BGE Picardie, effectivement à Compiègne. Et je te remercie d'avoir fait le trajet depuis la Belgique pour qu'on puisse enregistrer ce podcast ensemble aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors, l'avantage, c'est que entre la Belgique et Compiègne, il y a 2 heures de route, donc c'est pas trop long. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a un point en commun, toi et moi, c'est qu'on est un peu des globetrotters. On aime faire des kilomètres. Oui, c'est pas un problème, effectivement. Moi, en plus, j'adore venir en France et travailler avec les entreprises françaises. Quels que soient les kilomètres à faire, c'est vraiment pas un souci. La France est ravie également de t'accueillir, Sébastien. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à l'épisode de podcast que nous avons enregistré ensemble, pratiquement 1 an, jour pour jour. Tu étais venu sur Plumania pour aborder les raisons de miser sur l'hypnose pour accroître sa culture d'entreprise, et il y en avait 3. Oui, c'était un chouette podcast, et d'ailleurs à l'époque c'est toi qui étais venu vers la Belgique. Oui. C'est toi qui avais fait le trajet dans l'autre sens pour venir me voir dans mes locaux à Nivelles. Oui, c'est un podcast que je vous invite de réécouter parce que il est toujours disponible, et c'était important de pouvoir miser sur l'hypnose au sein des entreprises, puisque je suis également hypnothérapeute en plus d'être formateur et conférencier. Multicasquette, et c'est là où c'est particulièrement intéressant de pouvoir justement répondre avec agilité aux besoins et aux enjeux des entreprises belges et françaises. L'agilité est un point qui me caractérise, et j'aime à dire que je suis un caméléon parce que j'adore faire plein de choses et des choses qui sont parfois très très différentes les unes des autres. J'essaye d'être performant dans toutes les branches que j'aborde, mais en tout cas je fais toujours toutes les choses avec humanité et avec cœur pour être le plus pertinent pour les personnes avec lesquelles je travaille. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, Sébastien? Donc, effectivement, je suis belge, hein, vous l'avez compris. Oui, l'accent ne trompe pas. C'est ce que j'allais dire, l'accent, effectivement, ne ment pas. Au tout départ, je suis infirmier au SAMU, et puis pendant quelques années, j'ai été à la direction d'un hôpital, et ça jusqu'en 2016. Et depuis 2016, je me suis lancé comme indépendant, on appelle ça en Belgique, on appelle ça libéral ici en France, dans le coaching de vie, dans le coaching en entreprise, dans l'hypnose thérapeutique. Et puis, j'ai toujours animé des ateliers, des formations, et donc je continue là-dedans. J'ai créé ma société qui s'appelle Wings, comme les ailes en anglais. Je l'ai créée en 2020, en plein milieu du Covid, parce que ça répondait à une demande effectivement croissante d'aborder tout ce qui touche à l'humain et tout ce qui touche au bien-être, que ce soit en privé ou en entreprise. Voilà, c'est vraiment ce qui est mon cœur de métier, vraiment, l'humain. D'où l'intérêt d'aborder le sujet aujourd'hui des défis en entreprise auxquels on va devoir faire face par rapport à l'avènement de l'IA, puisque
Les intelligences artificielles sont par essence inhumaines. Alors, c'est pas péjoratif, mais ce sont des ordinateurs, donc c'est pas du tout des humains. Et il y a un vrai challenge à relever de ce côté-là. Je te rejoins totalement, sachant que ce qui est intéressant dans ce développement de thématiques, c'est quelle est l'approche de l'humain face à cette intelligence artificielle et quelle est aussi la place à laisser à l'IA dans le fonctionnement des entreprises, dans leur stratégie également opérationnelle, organisationnelle. Et c'est là où je suis certaine que tu vas pouvoir nous partager des pépites à ce sujet. Et d'ailleurs, je profite de ce podcast pour te remercier de nouveau par rapport au fait que tu as été mon responsable pendant pratiquement 5 ans. À l'époque, j'étais secrétaire médicale dans l'hôpital où nous travaillons tous les deux. Et je te remercie vivement de m'avoir accompagnée lors de ce démarrage de carrière et surtout d'avoir cru en moi et en mes capacités. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Je vois maintenant, en 2024, que j'ai eu bien raison de te faire confiance à l'époque et finalement de percevoir en toi tout le potentiel que tu avais. Et, là où tu en es aujourd'hui, c'est encore une preuve, s'il fallait en avoir une, que c'était justifié et juste de te faire confiance à ce moment-là. Avec plaisir. Tu vas réussir à me faire rougir. Je souhaiterais te demander, Sébastien, à présent, quel a été ton déclic pour te lancer dans la vie entrepreneuriale ? Ouf, alors ça c'est le déclic pour la vie entrepreneuriale, ça a été une prise de conscience que la manière dont je travaillais en tant que salarié à l'époque à la direction d'un hôpital était une façon qui était passionnée, parce que j'ai toujours été un passionné, mais qui était dénuée de toute écoute de mes propres besoins. Et donc, pour être tout à fait clair, en 2016, j'ai fait un burn-out. Et ce burn-out-là a été le déclencheur de cette prise de conscience qu'il était grand temps que je remette mon propre humain, ma propre vie, au centre de mes préoccupations, et que je devais arrêter d'être là tout le temps pour tout le monde et pour les autres, et sans m'écouter, sans penser à moi. Le déclic, ça a été de dire, ok, là j'ai besoin de me recentrer sur moi, j'ai besoin de penser à moi, de faire les choses vraiment parce que j'ai la sensation que c'est juste et bon pour moi, et que si c'est juste et bon pour moi, ça aura du sens pour les autres, et ça pourra être juste et bon pour les autres aussi. Et donc ça a été le déclencheur. Après, le fait que ce soit devenu une vie d'entrepreneur, ça s'est fait un peu, naturellement et et par la force des choses, parce que quelque part le burn-out a fait que j'ai rejeté en bloc le côté salarié. Je dis plus jamais je travaillerai en milieu hospitalier à ce moment-là. En tout cas pas sur le terrain. J'ai une admiration sans borne pour les soignants et toutes les personnes qui gravitent dans les institutions de soins, même les non-soignants, mais qui sont encore au chevet des patients, avec leur rôle particulier, chacun au chevet des patients, et surtout depuis le Covid. J'ai une admiration sans borne, mais c'est définitivement plus pour moi de travailler sur ce genre de terrain-là. Alors je préfère accompagner ces soignants-là à mon niveau, plutôt que d'être effectivement encore dans les structures hospitalières qui vivent des difficultés qui sont cataclysmiques, et donc c'est pas évident du tout, quoi. Je me permets de rebondir. Le domaine du médical aujourd'hui est fortement impacté par la crise sanitaire qui a eu lieu à travers la Covid, l'inflation aussi. En tout cas, en France, on la ressent fortement. Les moyens qui diminuent, les besoins qui augmentent, et cet amour de l'humain qui est bousculé, qui est mis à mal. Travailler dans le médical, après, je partage mon ressenti personnel. Travailler dans le médical, il faut vraiment avoir l'amour de l'humain, l'amour des autres et le don de soi quelque part aussi, pour être à l'écoute des besoins des personnes qui sont malades, des personnes qui viennent avec leur peur, avec peut-être leur manque d'acceptation aussi par rapport à ce qu'ils sont en train de traverser. Et cet amour de l'humain est fortement impacté aujourd'hui. Justement, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le milieu, on va dire dans tous les domaines d'activité possibles, mais peut-être aussi de son impact dans le domaine médical. Oui, alors c'est vrai que les intelligences artificielles aujourd'hui, elles existent, elles sont diffusées, elles sont disponibles pour certaines gratuitement, d'autres moyennant paiement, mais
En tout cas, c'est d'ores et déjà une réalité. C'est-à-dire que si on croit que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va arriver dans les mois et les années à venir, là, je pense qu'on se leurre en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, parce que c'est quelque chose qui existe déjà et qui, aujourd'hui, manque probablement, comme toute nouvelle technologie, manque de cadre pour un petit peu, pas contraindre son fonctionnement, mais en tout cas rendre le fonctionnement et l'utilisation pertinente, utile et peu dangereuse, j'ai envie de dire, pour tout le monde. Donc l'IA, c'est une réalité déjà actuelle et c'est quelque chose vraiment pour moi qu'il faut prendre en compte dans notre fonctionnement quotidien, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on fonctionne. C'est déjà probablement présent dans les institutions de soins de santé. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, ici, je voudrais effectivement plus discuter du côté entreprise, même en dehors des soins de santé, parce que en tant qu'entrepreneur, on vit tous cette confrontation à l'IA. Tout à fait. Malgré nous, bien souvent, elle est de plus en plus présente dans des applications, dans les véhicules, dans les ordinateurs, dans les logiciels, sans peut-être même en avoir conscience. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je dois avouer qu'il y a un petit quelque chose qui m'effraie un peu dans l'IA, c'est la difficulté qu'on commence à avoir et qu'on va avoir de plus en plus à faire la différence entre qu'est-ce qui est la réalité et qu'est-ce qui est généré par l'IA. J'ai vu récemment passer un post sur les réseaux sociaux où c'était des images de la tour Eiffel en flammes. Franchement, alors c'était généré par une IA, c'était noté d'ailleurs dans le commentaire en dessous, donc l'idée là n'était pas du tout de tromper le public, mais de montrer vraiment les possibilités de l'IA. Mais la problématique à laquelle on fait face aujourd'hui, c'est que l'information, on la voit passer tellement rapidement. Parce que quand on est sur un réseau social, vous comme moi, hein, on scrolle et on regarde un peu les images parfois de manière distraite. Et en fait, si on fait pas attention à ça, on va capter l'information de il y a un incendie sur la Tour Eiffel. Et si on ne remet pas en question ça, si on ne garde pas notre esprit critique par rapport à ça, on va pouvoir prendre pour argent comptant des informations qu'on va voir passer et qui en fait sont générées par une intelligence artificielle et qui sont pas du tout vraies et qui sont pas du tout réelles. Donc moi, ce qui m'inquiète peut-être un petit peu dans l'intelligence artificielle, c'est le côté possibilité de manipulation de masse et de manipulation de l'information. Si individuellement, quand on voit une info, on n'est pas avec un vrai esprit critique de dire est-ce que ce que je vois est quelque chose de réel ou est-ce que c'est quelque chose qui a été généré par l'IA. Alors c'est évidemment quelque chose qui était déjà préexistant. L'information que l'on reçoit, pour moi, n'a jamais été quelque chose qui devait être prise vraiment pour argent comptant. On a des exemples depuis des années d'informations qui ont été reliées par plein de médias et puis qu'en fait, ils s'avéraient être de sources tout à fait erronées. Mais je crois que ça va être d'autant plus intense dans les mois et les années à venir avec l'intelligence artificielle. En regard de ce que tu viens de nous partager, Sébastien, est-ce que l'une des solutions pour être objectif par rapport à ce que l'on observe sur les réseaux sociaux et autour de soi face à l'IA, ça ne pourrait pas être l'observation, la vraie observation, prendre le temps justement de ralentir et de se questionner, de se dire est-ce que c'est réel ? Oui, alors je pense que la vraie solution, c'est de revenir à l'humain. Exactement. Alors, quand je dis revenir à l'humain, c'est pas forcément renier l'IA, parce qu'effectivement, ça fait partie de nos vies, et je pense qu'on doit en faire une compagne, un outil que l'on va pouvoir utiliser, et notamment dans nos vies d'entrepreneurs, pour nous faciliter la vie. Je pense que, effectivement, créer un post ou des posts pour les réseaux sociaux sur base de l'IA, quand on n'est pas quelqu'un qui a des facilités créatives à dire ouais, ok, je veux parler de mon activité, mais je sais pas trop comment rédiger un post pour en parler au mieux, on fait appel à l'IA pour avoir des idées, et puis on corrige ça pour que ce sera vraiment mis à notre sauce. Ça, c'est effectivement pour moi l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce cadre-là, par exemple, qui est hyper intéressante. Par contre, nous sommes des humains avant tout. Et donc, on a beau être des entrepreneurs, on est des humains avant tout. Quand je donne des formations sur la communication, je commence toujours par là. Je dis toujours aux participants, je dis mais stop, on arrête de communiquer
d'employé à chef d'entreprise, on arrête de communiquer d'infirmière ou d'infirmier à médecin, on arrête de communiquer de particulier à facteur qui vient sonner pour donner un truc. Non, on parle d'un humain à un autre humain. Qu'importe le rôle que l'on joue dans la société, c'est d'humain à un humain qu'on communique. Et donc, je crois que vraiment, ce que tu dis est tout à fait vrai, être dans l'observation de la réalité, ça sous-entend qu'on doit rester en contact avec l'humain qu'on est, vraiment. Et les autres humains. Si on fait pas ça, là on va se perdre dans l'informatisation et finalement l'intelligence artificielle. On risque peut-être, c'est ma façon de voir les choses, et j'en parle ici, après on partage mon avis ou pas, c'est pas grave, ça n'est que mon avis. Mais si on perd ce côté humain, on risque de se retrouver avec des intelligences artificielles qui vont réellement prendre le dessus sur nos fonctionnements. Et ça, c'est pas OK. Actuellement, il y a beaucoup de métaverses qui sont en train de se créer. Beaucoup de personnes adhèrent à ces métaverses grâce à un casque de réalité virtuelle, se plongent dans ce métaverse, dans l'univers qu'ils créent, où quelque part à l'intérieur, tout est souvent parfait, un espace idyllique où on se sent bien, où on se sent soi. Et quelque part, le risque, c'est de se couper de ce qui nous entoure. Peut-être que ça peut apporter à bon nombre de personnes un moment de lâcher prise, un moment peut-être de reconnexion à soi, mais quelque part, c'est une déconnexion de ce qui se passe autour de soi. Oui, et on doit avoir, je pense, un débat à ce sujet-là, comme on a eu et on a encore des débats sur l'utilisation des jeux vidéo par nos jeunes ou par les adultes, et cette possibilité de se plonger dans un monde virtuel avec ou sans casque, parce que finalement cette déconnexion de la réalité, c'est quelque chose qui existe déjà dans la société, qui existe depuis longtemps, que ce soit par les drogues, que ce soit par le jeu vidéo, que ce soit toute forme d'addiction quelque part, et quelque chose qui permet à tout un chacun de se déconnecter de ses émotions, de ses ressentis qui sont parfois un peu compliqués à vivre, voire très compliqués à vivre, parce que oui, la vie réelle n'est pas toujours facile, elle n'est pas toujours toute rose. On doit apprendre à surfer sur les vagues, une fois de temps en temps se casser la gueule de la planche et boire la tasse, et puis remonter sur la planche et surfer sur la vague suivante. La vie, c'est ça. C'est accepter le changement, c'est accepter la variabilité des choses, parce que on sait que la seule chose qui change jamais, c'est que tout change toujours. Oh oui, tout à fait. Et d'ailleurs, nous traversons un monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu depuis plusieurs décennies, qui va certainement encore s'intensifier au niveau de sa transformation et son changement continu. Et c'est là où justement l'IA bouscule, l'IA fait peur. Qui est l'humain dans cette IA ? Quelle est sa place dans cette IA ? C'est à nous à définir notre place, individuellement, et à dire, moi, je suis prêt à utiliser l'intelligence artificielle de certaines manières, avec un esprit critique, avec un regard qui reste ancré dans la réalité, dans ma réalité à moi, en tant qu'individu, parce qu'on a tous quelque part une réalité différente, oui. On a une réalité commune, mais oui. On a tous notre carte du monde, notre façon de voir notre réalité. Totalement. Et donc, peut-être que pour certains, effectivement, être 20 heures sur 24 dans un métavers, sous un casque de réalité virtuelle, ce sera OK pour eux. Pourquoi pas ? En soi, moi, je juge pas. Je dis juste que l'intelligence artificielle, a fortiori dans les entreprises, a fortiori puisque, en tant que chef d'entreprise, on ne gère pas des boîtes de conserve, on gère des humains. On accompagne des humains à leur propre développement, à leur propre travail. Mais en fait, OK, l'intelligence artificielle, pour moi, ça doit être comme un smartphone, ça doit être comme un PC portable, ça doit être comme l'informatisation en réseau, ça doit être un outil qui favorise la simplification du travail, plutôt que quelque chose qui, à terme, va remplacer l'humain ou qui, à terme, va créer plus de problèmes. Puisqu'on est dans l'avènement de l'IA, que c'est déjà bien présent et que ça continue à se développer, que ça va continuer à se développer, on se doit de rester ancré dans et l'humain là-dedans, dans mon entreprise. Qu'est-ce qu'il fait ? Et de quoi il a besoin ? Imaginons un chef d'entreprise qui s'interroge et qui projette d'inclure dans sa stratégie d'entreprise l'ajout d'outils qui incluent l'IA pour certaines tâches spécifiques qui des fois peuvent aussi remplacer les actions humaines. Un chef d'entreprise qui mise sur cette IA
pour gagner, alors que ce soit en performance, en temps, quels que soient les objectifs, comment ce chef d'entreprise peut amener l'IA, engager ses collaborateurs et leur permettre de donner du sens à leurs actions? Je pense que la réponse, elle est assez... pour moi, elle me semble assez évidente. Alors, je sais pas si elle est évidente pour tout le monde, mais c'est de faire appel à l'intelligence collective. On est dans de l'humain. On est dans du travail en équipe. Et donc, si on veut, en tant que chef d'entreprise, entrer un nouvel outil ou une nouvelle façon de travailler au sein de l'entreprise, ce qui fonctionne le mieux, et là, c'est connu et reconnu depuis maintenant quelques années, c'est de travailler en équipe avec ses employés, avec toutes les personnes qui travaillent dans la boîte, en disant, voilà les gars, on a un nouvel outil qui peut arriver, comment est-ce que vous voyez les choses? Alors c'est pas pour autant que le chef d'entreprise perd son pouvoir de décision finale, parce que ça reste quand même toujours lui qui est responsable du fonctionnement de l'entreprise, et c'est lui qui décide à la fin, ok, on va mettre l'outil en place ou pas, et on va le faire comme ça, comme ça, comme ça. Oser, en tant que chef d'entreprise, poser la question à ses équipes, dire, voilà, j'ai un nouvel outil, je voudrais l'installer, etc. Comment, selon vous, on peut le faire pour que ça marche et que ça vous soit vraiment utile? Que ce soit utile pour vous individuellement et qu'au final, ce soit utile pour l'entreprise. En termes de performance, en termes d'efficacité, en termes d'ambiance, enfin, qu'importe l'axe sur lequel on le prend. Mais cette intelligence collective, pour moi, c'est fondamental. Les gens qui travaillent dans vos entreprises, qui sont directement au contact de vos clients, qui sont directement au contact de vos chaînes de montage, qui sont directement au contact du public, ils savent ce qui fait que leur travail est bien fait et comment ils peuvent le faire mieux. Ils le savent. C'est leur quotidien. Posez-leur la question. Parce qu'il n'y a rien de pire. Et moi, je l'ai connu, j'ai fait cette expérience-là professionnelle à plusieurs reprises, par rapport à des outils informatiques, où on arrive sur le terrain avec un tout nouvel ordinateur, qu'on est très fier d'amener, avec un tout nouveau logiciel dedans, et on va dire, voilà, on va vous former sur ce nouveau logiciel. Et puis la première réaction qu'on a, c'est, ah, il est chouette ce logiciel. Mais en fait, les informations qu'on doit mettre dedans, elles sont pas du tout pertinentes par rapport à ce qu'on fait en vrai sur la... Et donc là, on a un blocage, parce que du coup, les utilisateurs finaux, qui sont les gens sur le terrain, vont pas l'utiliser. Et on aura fait un gros investissement, on aura pris du temps pour le développer, machin, etc. Et en fait, on est passé à côté de l'objectif. C'est fondamental. L'intelligence collective, c'est fondamental. Surtout lors d'ateliers de co-développement en entreprise, par exemple. Par exemple, ouais. C'est à développer avec les équipes. Donc, c'est un temps à prendre. Alors oui, on se dit, ouais, mais c'est du temps, c'est du coût, c'est de l'organisation. Ok, mais après, en fait... Qu'est-ce qu'on en gagne? Ça vous fait des économies derrière. Et en temps et en argent. Tout à fait. Parce qu'avoir dépensé X milliers ou X millions d'euros en recherche et développement pour une solution nouvelle pour votre entreprise, et puis vous arrivez sur place et en fait vous vous rendez compte que vous avez oublié un paramètre important qui est le vécu des gens de terrain, et que finalement ils vont pas l'utiliser, votre nouvelle version de tel logiciel, parce qu'en fait c'est inutilisable pour eux, vous avez perdu du temps et de l'argent pour rien. L'idée, ça pourrait être que chaque collaborateur d'entreprise détient une partie, une pièce de la solution pour former le puzzle. Évidemment. Nos effectifs, quels qu'ils soient, détiennent la connaissance. Et c'est fondamental, la connaissance. Ou les connaissances ou l'expertise, hein. C'est pas forcément de la connaissance en termes de mémoire, de cognition, etc. C'est parfois de l'expertise, même souvent de l'expertise purement manuelle. Et ça doit être utilisé à bon escient. Je souhaiterais te demander à présent, Sébastien, est-ce que l'intelligence artificielle et l'intelligence émotionnelle, on pourrait considérer qu'elles sont complémentaires, ou est-ce qu'il s'agirait de deux opposés, selon toi? Alors, ça va dépendre comment on va aborder le sujet en entreprise. Mais pour moi, individuellement, ça doit être complémentaire. Puisqu'on peut pas faire sans l'IA. Et on va pas pouvoir faire sans l'IA. Ça existe déjà, c'est déjà dans nos vies, c'est déjà dans nos quotidiens, que ce soit en privé ou en entreprise, enfin, ça existe. Donc on peut pas faire sans, et donc effectivement, cet humain, cette intelligence émotionnelle est quelque chose qui doit devenir complémentaire, ou cette IA doit devenir complémentaire à l'intelligence émotionnelle. On doit travailler les deux en même temps. Partir de l'intelligence émotionnelle, du co-développement, des idées des gens de terrain, comme je le disais juste avant, c'est partir de cette base-là, de la connaissance et de l'expertise des gens de terrain pour se dire, mais comment est-ce que, pour vous aider dans votre quotidien, comment est-ce que, pour vous aider réellement, on peut introduire l'IA? On discutait à un moment, à nous deux, Adriana,
la possibilité de créer des posts dans nos activités d'indépendants, des posts pour parler de ce que l'on fait, etc. Et donc, effectivement, faire appel à des intelligences artificielles pour nous générer des posts. C'est génial, à une condition, qu'on amène notre intelligence émotionnelle pour remanier le texte qui a été sorti par l'ordinateur, qui somme toute est assez mécanique et artificiel, par essence, et le remanier pour le rendre humain, et pour le rendre réel pour les gens qui vont le lire. Aujourd'hui, je suis tellement sensible à l'humain, je suis tellement sensible à l'émotionnel, que quand je lis un post sur LinkedIn ou sur n'importe quel autre réseau social, un post qui a été généré par l'IA mais qui n'a pas été après humanisé par son auteur, eh ben ça me fait bondir. Je le repère tout de suite, même s'il n'y a pas d'annotation comme quoi ça a été généré par l'IA, je le repère tout de suite et j'ai tout de suite les poils qui se dressent en disant là il y a un truc, c'est pas ok, c'est pas la personne qui l'a écrit elle-même. Et donc moi, en tant que client potentiel de cette personne-là, je dis non, je vais pas chez cette personne-là parce que c'est pas un humain qui a écrit, c'est une IA. Et ça me fait exactement le même effet. D'ailleurs, quand ChatGPT est arrivé sur le marché et a été disponible auprès de la population, je me suis prêtée au jeu entre guillemets par curiosité. J'ai testé et je n'ai absolument pas adhéré. Récemment, j'ai testé Gemini de Google et je me suis dit là il y a quand même quelque chose d'intéressant. Et malgré tout, je ne me vois pas aujourd'hui déléguer la création de postes à une intelligence artificielle intégralement et même partiellement. L'intelligence artificielle via Gemini, par exemple, est intéressante. Ça pourrait être une approche peut-être plus pour générer des idées, mais en se servant, par exemple, de Gemini comme créateur d'idées et derrière développer la thématique avec l'identité de son entreprise, les valeurs qui animent l'entreprise, sa raison d'être, le message qu'elle porte, qu'elle partage sur le web. C'est une façon de pouvoir se différencier toujours aussi efficacement avec peut-être simplement un gain de temps généré par l'intelligence artificielle qui évite à la personne qui crée le poste, chargé de communication, entrepreneur, de devoir effectuer des recherches pour s'inspirer. Là, ça me paraît être intéressant. En se disant, tiens, j'ai un post à faire cette semaine sur la journée un tel ou la thématique un tel, et tiens, de quoi je vais parler? Et demander à une intelligence artificielle la thématique, peut-être quelle est la manière d'aborder la thématique. À ce moment-là, c'est des pistes à explorer pour cerner ses actions et mieux faire ses actions plus rapidement, en tout cas. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je crois que c'est, à l'heure actuelle, les intelligences artificielles de ce type-là, Gemini, ChatGPT et d'autres, je les considère, moi, comme des espèces de super moteurs de recherche. Oui, voilà, exactement. C'est tout à fait le ressenti que j'ai eu. Je me suis dit, mais quelque part, Google a mis un cran au-dessus dans la recherche de mots-clés sur la SERP. Oui, je crois que c'est ça, mais après, les intelligences artificielles vont encore fort évoluer et vont probablement très fort sortir de ce cadre. Alors certaines intelligences artificielles sortent déjà très fort du cadre super moteur de recherche, on est bien d'accord. Mais je crois que c'est bien gardé en tête, hein, ça ne sont que des outils. Et que ce qui reste fondamental dans notre réalité, dans notre vraie réalité, c'est l'humain. Exactement, Sébastien. Sachant qu'aujourd'hui, je pense notamment, là, j'enfile ma casquette de chargé de communication un court instant. Pour les chargés de communication, vous, auditeurs, si par exemple vous avez des clients, des entreprises que vous accompagnez pour créer leur poste et que l'envie vous vient de vous servir de l'intelligence artificielle, peut-être de façon intégrale pour avoir la possibilité de développer plus de collaboration. Aujourd'hui, les entreprises ont des outils pour justement détecter ce qui a été créé par l'humain ou pas. D'ailleurs, j'accompagne des entreprises qui ont ces outils pour pouvoir détecter l'intelligence artificielle et faire la différence entre les prestations qui ont été réalisées par la personne et celles qui ont été réalisées intégralement par l'intelligence artificielle. Et quelque part, cette intelligence artificielle, c'est là où elle peut justement créer un impact pour l'entrepreneur qui s'en sert à titre exclusif, parce que quelque part, il passe à côté de sa cible. Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? Oui, moi, je reste ancré sur ce côté. Moi, je travaille avec des humains. Oui, exactement. Donc, on est les humains, on est les boss. C'est ça. Même si le post a été généré par IA ou si un article a été généré par une intelligence artificielle, au final, je travaille avec des humains et en tant qu'entrepreneur, vous travaillez tous avec des humains au final.
Et qu'est-ce que ça fait du bien d'ailleurs, et c'est là où justement il y a les liens qui se créent, où tout vient se mêler, cette intelligence collective, cette intelligence émotionnelle, c'est un tout en fait qui fait vibrer aussi la raison d'être de notre entreprise. Oui, et moi c'est vraiment là-dessus, en tant que formateur et conférencier, c'est vraiment sur ces aspects-là que je travaille et que j'axe mon activité en disant ok, on est dans un monde qui s'est très fort informatisé sur les 50 dernières années, on est dans un monde qui évolue très très rapidement avec l'intelligence artificielle, ça va s'accélérer encore très fort. Et moi, effectivement, je suis en train d'agiter mon petit drapeau auprès de tout le monde en disant les gars, n'oubliez pas l'humain là-dedans, parce que vos entreprises, tout autant qu'elles sont, quel que soit le domaine d'activité, elles ne peuvent pas et elles ne pourront pas fonctionner sans humain. Même si un jour vous avez une chaîne de montage, je sais pas, automobile, c'est déjà bien le cas, mais ça va encore s'accélérer. Si vos voitures, elles sont construites de A à Z par des robots, il y a quand même bien un moment, quelqu'un qui va devoir contrôler qualitativement, humainement, voir si le produit fini est bien fait. Et avant ça, il faut quelqu'un pour programmer les robots, parce que l'intelligence artificielle, elle doit être programmée aussi. Pour l'instant, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui fait de l'auto-apprentissage sans qu'il y ait de codage et de programmation en amont. Il y en a toujours un petit peu, et puis il faudra quelqu'un pour entretenir tout ça. L'humain, on s'en passera pas. On s'en passera pas. Et heureusement. Il y a une émergence d'ailleurs en plein essor, c'est l'arrivée des nouveaux métiers générés par cette arrivée de l'IA dans notre quotidien. Oui, c'est clair. Là, on est à l'aube d'un monde très très différent de celui qu'on a connu. Alors moi, j'ai 47 ans. J'ai vécu tous ces changements, c'est-à-dire que j'ai eu les premiers ordinateurs, j'ai eu la chance de les avoir en main parce que j'avais un père qui était assez attentif à la technologie, donc j'ai eu la chance d'avoir ces ordinateurs très tôt. Je crois que le premier ordinateur que j'ai eu en main, je devais avoir 6 ans, un truc comme ça, ce qui était très tôt pour ma génération. Donc j'ai vécu cette évolution-là. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes que vous engagez dans vos entreprises qui ont 20 ans, 23 ans, ils sont nés avec ça dans les mains. Et donc, en fait, ils savent comment l'utiliser, mais ils l'utilisent comme un outil. Et donc, clairement, soyez attentifs à ces humains-là qu'il y a derrière ces écrans, parce que on pourrait pas faire sans. Et justement, donc là, tu me fais penser à la fameuse génération Z, ouais. et les conflits intergénérationnels qui font partie du quotidien de bon nombre d'entreprises. Oui, bon, après ça a toujours existé, je crois. Oui, on va dire que c'était à des échelles peut-être moindres, quand l'informatique et la technologie et l'IA n'étaient pas aussi présentes en entreprise. Bon, probablement que les anciennes générations, pour pas dire les vieux, dans les entreprises, avec des guillemets, sont oui, avec des guillemets bien sûr, et beaucoup d'affection. Les gens qui ont beaucoup d'expérience, on va dire ça comme ça, dans les entreprises, mais sont peut-être pour une part, en tout cas beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement dépassés par l'évolution technologique. Et même moi, je m'en rends compte. Donc, j'ai 47 ans, j'ai 6 enfants qui sont à peu près tous des ados. Enfin, ils ont entre 12 et 23 ans. Et même si moi, je fais tout ce que je peux pour me tenir à jour sur l'évolution des choses, et parce que ça m'intéresse, ce sont des sujets qui m'intéressent vraiment. Donc, je fais ce que je peux pour me tenir à jour. Je me rends compte qu'à certains moments, je suis déjà dépassé. Quand je vois mon gamin qui a 12 ans qui me sort des trucs sur son ordi et oui, mais tu sais, avec ton téléphone tu peux faire ça et ça et ça, et je fais ok. Ça je le savais pas. Ils sont épatants quand même à cet âge-là déjà. Oui, c'est magique, mais après nous on était épatants comme ça aussi avec nos parents. Moi je me souviens à 8 ans de ma mère qui me disait Séba, il faut absolument que tu fasses un truc magique avec le magnétoscope parce que je m'en sors pas, il marche pas. Donc là, t'as tous ceux qui ont moins de 40 ans qui font un magnétoscope, c'est quoi ça? Magnétoscope, là pareil, on mettait la petite cassette VHS à l'intérieur et qui nous donnait les films et les séries. Voilà, c'est ça. Mais donc à notre époque, en tant qu'enfant, on était aussi celui ou celle qui avait la référence technologique que nos parents n'avaient pas parce qu'ils étaient déjà dépassés. Mais on vit ça aussi en tant que parents. C'est vrai. Ça, c'est aussi une réalité. Sébastien, je voudrais te demander à présent, quels sont les défis humains en entreprise aujourd'hui face à l'intelligence artificielle? Je crois que le défi humain, il est au-delà même de face à l'intelligence artificielle. C'est que c'est simplement reprendre conscience en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, que vous travaillez avec des humains. Quand je vois
J'ai encore relu cette étude dont je parle régulièrement. D'ailleurs, quand je fais des conférences, il y a une étude qui a été faite ici en France il y a 2 ans qui dit que 98% des employés français estiment que c'est leur entreprise qui est responsable de leur bien-être. Alors, c'est eux qui estiment ça. Je pense qu'on est tous responsables de notre propre bonheur, etc. Mais quelque part, c'est important de prendre conscience, vous, dans vos entreprises, que vos employés ont besoin que vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, vous mettiez en place un certain nombre de choses pour prendre en compte que ce sont des humains et qu'ils ont des besoins qui doivent être assouvis, j'ai envie de dire, pour qu'ils puissent se sentir bien dans votre entreprise et du coup qu'ils aient envie de rester dans votre entreprise. Parce qu'en fait, ils sont tous, dans les 98%, ils sont tous ou à peu près en train de dire aussi, si mon entreprise ne fait rien, je m'en vais. Et a fortiori la génération Z, cette nouvelle génération qui est sur le terrain du travail, qui est plus du tout dans l'état d'esprit de dire moi je commence ma carrière dans une boîte et je finirai ma carrière dans cette boîte-là. 18 mois la moyenne d'un travailleur de la génération Z en entreprise aujourd'hui. Ouais, ils ont aucun problème de mobilité. Donc effectivement, vous devez en tant qu'entrepreneur prendre ça en compte. Et je crois que c'est ça le gros challenge et le gros défi humain auquel les entreprises vont faire face. Et finalement, que ce soit face à l'IA ou pas, parce que je crois qu'il y a une part de ça qui a même rien à voir avec l'IA. Merci beaucoup Sébastien pour ces précieuses informations. À présent, je souhaiterais te demander qu'est-ce que l'IRA représente pour toi. Tu as rejoint l'IRA tout récemment. Tu as pris part à cette aventure. Oui, ça fait quelques mois maintenant que je suis membre de cette belle communauté qu'est l'IRA. Alors, ce que ça représente pour moi, ce sont des rencontres humaines avant tout, des chouettes rencontres humaines avec des personnes qui, pour la majorité, sont un peu plus jeunes que moi, mais qui ont en tout cas cette volonté d'être dans le partage, dans le co-développement, dans l'envie de... Ça va être des gros mots, enfin des grands mots peut-être, mais dans cette envie de changer le monde. Et dans cette envie d'aller vers un monde professionnel et humain qui est notre monde d'aujourd'hui et puis qui sera notre monde de demain, mais dans quelque chose qui va être confortable pour tout le monde et dans lequel tout le monde va pouvoir s'épanouir. Moi, c'est vraiment ce que je ressens dans l'IRA et c'est pour ça que j'ai eu envie de devenir membre depuis la Belgique, de développer mes activités du coup, tant en Belgique qu'en France, par rapport à tout ça. Et j'en suis très heureuse. On a travaillé ensemble au début des années 2000 et qu'on se retrouve aujourd'hui tous les deux en plus dans la communauté l'IRA. J'ai des mots-clés qui me viennent, qui sont engagement, partage et contribution. Oui, j'ai l'habitude de dire que moi je fais ma part de colibri. J'aime beaucoup l'image. Oui, et puis il y a cette histoire du colibri où il y a un incendie, un feu de forêt, et puis il y a tous les animaux qui évidemment courent dans le sens opposé pour fuir le feu, et puis il y a un des animaux qui à un moment croise un colibri qui va vers le feu, et il le stoppe et il dit mais qu'est-ce que tu fais? Enfin il y a un incendie, tu dois fuir comme tout le monde. Et le colibri avec un petit peu d'eau dans sa bouche, il fait non moi je vais essayer d'éteindre l'incendie avec ma petite goutte d'eau, et si on prend tous une goutte d'eau, peut-être qu'on va y arriver. C'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Je fais ma part de colibri quoi. C'est même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, la goutte d'eau elle mérite d'être là quoi. Finalement, faisons chacun notre goutte d'eau, et chacun d'entre vous dans vos entreprises. Si votre goutte d'eau, c'est déjà simplement d'écouter ce podcast jusqu'au bout et de simplement vous poser la question de, mais tiens, dans mon entreprise, comment est-ce que j'aborde ça? Philosophiquement, peut-être même déjà. Rien que dans la réflexion, comment est-ce que je fais ça et comment est-ce que je peux faire pour que ça se passe bien humainement pour tous mes employés, tous les gens avec qui je travaille. Votre petite goutte, elle est déjà plus qu'une petite goutte, hein, c'est déjà pas mal. Exactement. Là, on va dire que le verre commence à se remplir. Ouais, on fera vite une rivière, là. Et c'est ça. Et d'ailleurs, comme piste de réflexion, ce qui peut être aussi intéressant de se demander, c'est qu'est-ce qui va se passer si je passe à côté de l'IA, ou si au contraire, qu'est-ce qui va se passer si j'intègre l'IA? Avoir peut-être cette réflexion aussi de projection, de visualisation créative dans son activité, de se dire voilà, mais qu'est-ce qui va vraiment se passer si je prends cet outil, et qu'est-ce qui va se passer si je passe à côté? Oui, alors de manière générale, c'est clair que c'est beaucoup plus simple, en plus c'est beaucoup moins énergivore
d'aller avec le courant que d'essayer de nager à contre-courant. Ah, totalement. Et donc l'IA fait déjà partie de nos vies, c'est quelque chose qui va se développer. Et donc moi je crois que si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs, c'est intégrer l'IA dans vos réflexions, mais intégrer l'IA en intelligence collective, en co-développement, avec vos équipes, pour que ce soit une intégration la plus fluide, la plus intelligente possible. Mais intelligente humaine, pas intelligente artificielle. Émotionnel. Et émotionnelle, ouais, vraiment. C'est un terme aujourd'hui qui ressort de plus en plus, pour lequel on peut avoir des appréhensions, des freins, intelligence émotionnelle face à l'intelligence artificielle ou à côté de l'intelligence artificielle. C'est un choix à faire. C'est un choix stratégique en entreprise. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est la réponse qui satisfait les enjeux de l'entreprise, ses besoins, sa ligne de conduite, sa vie, tout simplement, sa vie entrepreneuriale. Ah ouais, c'est évident. Je pense que ça résume bien le sujet. Maintenant, tu as raison de dire que ce mot émotionnel fait un peu flipper en général. Ouais, c'est ça fait flipper. Ouais, mais ça fait flipper parce qu'on nous a pas appris à apprivoiser nos émotions. Alors déjà, on sait pas toujours quoi faire avec nos propres émotions. Alors faire ça avec les émotions des autres, c'est encore pire. Donc peut-être qu'il y a ça à aborder un jour. Ça viendra. C'est de se dire qu'est-ce que je fais avec mes propres émotions et comment je peux apprivoiser celles des autres. Parce que c'est peut-être, pour certains, il faut peut-être commencer par là. Donc cette question, effectivement, de faire le lien entre intelligence émotionnelle humaine et intelligence artificielle, ben moi je suis partie prenante de dire qu'il faut pas faire l'un contre l'autre, c'est avec et vraiment en co-développement. C'est parce qu'on pourra pas faire sans l'IA aujourd'hui. Seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Ouais. Et l'IA nous permettra d'aller encore plus vite. Oui, c'est ça, pour aller tout en allant plus loin. Exactement, pour aller encore plus loin, tous ensemble. Pour les auditeurs, Sébastien, qui souhaitent te contacter, en savoir peut-être plus sur ton activité, découvrir ce que tu fais au-delà des frontières et en France. Ouais. Comment peut-on te contacter ? Eh bien, je suis sur tous les réseaux sociaux. Je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Alors, soit à mon nom propre, donc Sébastien Lebrun, soit au nom de Wings, qui est le nom de ma société. Donc, vous pouvez me retrouver sur les deux appellations. Et puis, j'ai un site internet qui d'ailleurs est propulsé par Plumania. Site internet qui est www.wings, comme les ailes en anglais, coaching.net. C'est noté et je prévois de partager tes coordonnées de contact, Sébastien. Avec plaisir, oui, parce qu'évidemment, il y a le numéro de téléphone. Alors, je vais pas le dire ici sur le podcast parce que il y a que des 99 et des... Oui, c'est ça, 99. Et donc, c'est difficile. Alors, je le dis en belge. On s'adapte, autant dans un sens que dans l'autre, bien souvent. Ouais. Alors, vous pouvez me joindre sur mon numéro de téléphone si vous voulez. C'est le 0032 477 94 96 99. Quelle adaptabilité. Ça pique, hein. Maintenant je le dis en belge. 0477 94 96 99. Je souhaiterais te demander à présent, Sébastien, quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou développer son activité avec l'intelligence artificielle ? Servez-vous-en comme un outil. Ça, c'est surtout le conseil que j'ai à vous donner. C'est ne misez pas tout sur l'IA. Utilisez l'IA comme un outil que vous utilisez au quotidien, comme vous avez besoin de votre ordinateur portable ou fixe pour gérer votre activité, vos factures, etc. Enfin voilà, l'IA, pour moi, c'est ça. C'est vraiment un outil. Et surtout, restez ancré dans ce qui fait votre spécificité en tant qu'humain. Parce que les gens, vos clients, vos futurs clients en tant que nouvel entrepreneur, ils viendront vous chercher, ils viendront chez vous pour l'humain que vous êtes, pas pour l'IA que vous faites. Pour leur unicité. Bien sûr. Tout ce qui fait que vous êtes effectivement unique en tant qu'humain. C'est joliment dit, Sébastien. Merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère, auditeurs, que les partages de Sébastien vous seront utiles. Merci déjà de m'avoir reçu pour ce nouveau podcast, une nouvelle fois. Et puis, je suis heureux d'avoir pu partager ma vision des choses, partager les choses, d'avoir semé des petites graines peut-être dans vos oreilles à vous. À vous de décider maintenant ce que vous en faites et si vous décidez de les arroser, de leur permettre
mise au soleil pour grandir et pousser. Et puis, ce ne sont que des avis, des conseils. Faites-vous votre propre idée avec votre propre esprit critique surtout. Je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, pour ce second podcast, en général, jamais 203. J'ai envie de te dire à très très bientôt. Avec plaisir, oui. En France ou en Belgique. Qui sait, voilà. Moi, comme on est tous les deux des globetrotters, on disait au départ, peut-être qu'on se retrouvera en France un peu plus loin, genre plus loin dans le sud, chez nous, à l'île de la Réunion, quand on aura envie d'y aller. Hein. Ce serait avec grand plaisir, ou peut-être que du coup, ce serait dans la capitale belge. Qui sait, ouais. Tout est faisable. Je te remercie pour ce temps que tu nous as accordé, pour toutes ces précieuses informations partagées avec vous, auditeurs, pour ce superbe moment passé ensemble. Avec grand plaisir et merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli. C'était un très très chouette moment et j'espère que ça a été un aussi chouette moment pour les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. On se dit à très bientôt. À très bientôt, ouais. À la prochaine. À la prochaine. Cet épisode vous a plu ? Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania. Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt.